Joël de Renet, j'ai lu que vous prépariez vos conférences dans l'eau, c'est vrai ça? Je réfléchis dans l'eau, parce que quand on va chercher du surf, il faut passer les vagues d'abord, c'est fatigant, et au spot, on est entre copains, c'est un peu le café du commerce, on bavarde, et moi quand je suis tout seul, sans mes copains pour bavarder, je pense à mes prochains bouquins. C'est la vague qui vous inspire? Complètement, c'est l'écosystème. Je remercie l'écosystème de me donner autant de plaisir. La vague, c'est pas moi qui l'ai fabriquée. Elle est faite par une tempête au nord de l'Atlantique. Elle est déterminée, mais moi, je suis libre dessus. C'est cette relation entre le déterminisme et la liberté qui m'a toujours fasciné. La vague, elle vous a d'ailleurs inspiré un livre, La société... Surfer la vie. Surfer la vie, vous parlez de la société fluide. La société fluide, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que dans la société fluide, on est en déséquilibre contrôlé, puisque tout change en permanence. On a besoin d'une information multidimensionnelle quand on est un manager ou un politique, pour pouvoir faire évoluer les structures dans la direction qu'on souhaite, comme le surfeur. Le surfeur n'est pas en équilibre. S'il est en équilibre, il tombe. Donc c'est le déséquilibre contrôlé qui m'intéresse. C'est comment on reste en déséquilibre contrôlé avec une multiplicité d'informations qui viennent de partout. Comment intégrer ces informations pour garder son but? Grâce à l'équilibre du surf, c'est ça. Le déséquilibre contrôlé. Mais vous promenez parfois des bouillons, on le disait dans le portrait. J'ai la trouille. Mais vous remontez chaque fois sur le surf de la même manière que vous remettez chaque fois en selle dans la vie. Vous n'avez pas peur de l'échec? Non, si, j'ai peur de l'échec, bien sûr. J'ai fait des sports de glisse, j'ai fait du surf, j'ai fait du snowboard, du ski, beaucoup de ski dans des couloirs parfois raides, dans les poudreuses. Donc j'ai parfois peur. Il y a la peur et le plaisir en même temps. Ce qui est passionnant dans les sports extrêmes, c'est qu'il y a à la fois les endorphines, les hormones du plaisir, en même temps l'adrénaline. C'est-à-dire les deux, l'un c'est le plaisir et l'autre c'est la crainte qui fait que je suis tout le temps sensible au risque et sensible à la prudence. Donc il y a les deux ensemble. Ce qui est assez incroyable chez vous, Joël de Renet, c'est que vous êtes un prospectiviste, vous voyez les choses avant les autres. C'est-à-dire que vous avez eu l'intuition d'Internet, on l'a dit dans le portrait, déjà très tôt dans les années 70, le réchauffement climatique également, maintenant voilà l'intelligence qu'on dit artificielle, on en reparlera. Comment vous faites ça? Il y a deux choses. La première, c'est que j'essaye d'être dans la dynamique du changement. Je ne suis pas statique. Je ne vois pas les choses de manière séquentielle, linéaire et analytique. Descartes nous a bien appris à analyser les systèmes complexes. Mais moi, j'essaye de voir les interdépendances dans les systèmes complexes. C'est-à-dire que je suis dans la dynamique du mouvement, premièrement. Et deuxièmement, j'essaie d'avoir une vision systémique. C'est-à-dire tenir compte des interdépendances dans les systèmes complexes. Parce que ce que l'on sait, c'est que ce n'est pas les propriétés des éléments qui déterminent le fonctionnement d'un système complexe, c'est l'émergence des interactions entre eux. Dans mon cerveau, c'est l'interaction des neurones qui fait la conscience. Ce n'est pas la programmation d'un neurone par rapport à un autre. Donc, c'est les deux choses que j'ai toujours essayé de garder. C'est la dynamique du changement et l'approche systémique. Mais ça, c'est l'entraînement de l'esprit ou tout petit, vous saviez déjà penser un peu hors du bocal? Tout petit, je ne sais pas petit, mais en tout cas ado et même un peu avant ado, ma sœur m'appelait le petit prof parce que j'étais tout le temps en train d'expliquer plein de trucs à tout le monde. Et vous continuez, vous le faites toujours à 80 ans. Vous enseignez encore? Oui, bien sûr, ça me passionne. Alors, votre spécialité, vous l'avez dit, c'est de tisser des liens entre les disciplines, entre le biologique aussi, le numérique, le sociétal. Et puis, c'est ce que vous faites dans ce livre que j'ai présenté tout à l'heure, La symphonie du vivant. Alors, en fait, vous nous dites que nos comportements ont une influence sur l'expression de nos gènes. Expliquez-nous ça. C'est quoi l'épigénétique? C'est pas moi qui le dis. Maintenant, c'est devenu une des plus grandes disciplines internationales avec des quantités de publications depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que l'épigénétique, c'est au-dessus de la génétique. La génétique, c'est la partition, c'est le programme. On a cru qu'on n'était que programmé par nos gènes et il n'y avait rien à faire. C'est le destin, c'est mes gènes, je ne peux rien faire. Or, l'épigénétique, épi veut dire par-dessus, comme un épiphénomène, c'est quelque chose qui permet de contrôler cette expression de nos gènes pour avoir des fonctionnalités différentes compte tenu de notre comportement, qui est 5 choses principales: la nutrition, l'exercice physique, le management du stress, le plaisir de faire ce qu'on fait, et l'harmonie du réseau social, familial, professionnel. Ces 5 éléments en permanence vont sécréter dans notre corps des enzymes qui vont aller bloquer certains gènes, comme les clés qui ouvrent ou qui ferment un tiroir, des petites molécules d'ARN qui vont circuler dans le corps comme des interrupteurs chimiques. Donc, ça a un effet physique. Donc, ce que nous faisons connectés en synergie a un effet sur nos gènes, permettent d'en exprimer mieux, d'en éteindre certains, d'en rallumer d'autres, de les amplifier. Donc c'est incroyable qu'on arrive à pouvoir faire ça. Mais vous dites d'ailleurs il y a 5 mots-clés pour améliorer l'expression de nos gènes. C'est nutrition, exercice, anti-stress, plaisir, harmonie.
Je paraphrase, mais en gros, c'est mangez mieux, bougez plus, soignez vos relations, soyez heureux. On le dit depuis longtemps. Mais voilà, maintenant, en fait, c'est pas très révolutionnaire. On le dit depuis longtemps. On le dit traditionnellement, être bien dans sa peau, se faire du mauvais sang. On savait la relation entre le psychique et le corps. On appelait ça le psychosomatique. Exactement. Mais les remèdes de bonne femme, comme on dit, ils étaient appuyés dessus. Mais maintenant, la grande différence, c'est depuis 20 ans, même moins, on a des publications scientifiques mondiales qui prouvent que tout ça, c'est vrai. Alors, c'est bien de savoir qu'on n'est pas déterminé par nos gènes. En revanche, c'est une sacrée responsabilité aussi. Ça veut dire qu'on est responsable de notre état de santé, véritablement. En partie. Il ne faut pas non plus se culpabiliser trop si ça ne va pas. Et puis, il y a les obsédés du bien-être. On s'aperçoit qu'ils meurent plus jeunes que les autres. Parce qu'ils sont tellement stressés pour essayer d'être bien tout le temps. C'est pas bon. Donc, je crois qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Encore une fois, le déséquilibre contrôlé. Savoir où on va trop loin, savoir ce qu'il faut faire. Alors, vous nous avez parlé de l'épigénétique. Vous abordez un autre terme dans votre livre, c'est l'épimémétique. Expliquez-nous cela. Absolument. Donc, l'épigénétique, c'est au-dessus du programme et comment le modifier. Ça aussi, je reprends un autre exemple que je n'ai pas souvent utilisé, mais je vous le dis, c'est comme le système d'exploitation d'un ordinateur, l'OS. L'OS de votre smartphone, de votre iPhone, c'est l'ADN. Mais grâce à des applis, que vous pouvez télécharger, vous pouvez modifier les fonctionnalités de cet OS qui est toujours là. Donc notre ADN, il est toujours là, mais on peut, avec nos applis personnelles, en fonction des 5 trucs que j'ai dit, le modifier. Et ces règles sont simples à exécuter. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne se motivent pas à le faire et disent « Oh, mais c'est trop compliqué ». Et moi, je dis « Il n'y a pas de mal à se faire du bien ». On voit les résultats sur soi, on voit les résultats sur les autres. Donc autant essayer. Et puis c'est des petits pas, et les petits pas font un grand pas, finalement. Et l'épimémétique, c'est l'épigénétique pour la société, en quelque sorte. Exactement, vous avez raison. Donc, le gène sociétal. La mémétique est une science qui existe, c'est l'étude de la propagation des mèmes. Les mèmes, c'est ce que Richard Dawkins a créé, il a créé le terme des mèmes. Biologiste. En 1964. Ce sont les gènes sociaux, les gènes culturels qui sont transmis par les médias, transmis par les réseaux sociaux. On peut dire que les tweets de Trump sont des mèmes. Sont des mèmes, et un mème peut avoir une influence considérable. Un mème très court, que les petites phrases que les hommes politiques utilisent souvent pour que les journalistes les mettent en première page, eh ben, ce sont des mèmes qui peuvent modifier l'ADN sociétal. Et là, on en le mouvement MeToo, #MeToo. On en a un exemple extraordinaire. Le mouvement MeToo, c'est un mème. Il a été mondialement, viralement reproduit. Il a libéré la parole des femmes à l'échelle mondiale. Et qu'est-ce qu'ont fait les politiques ? Les politiques ont promulgué des lois, ont édicté des règles, des règlements pour protéger les femmes dans la rue, protéger les femmes dans l'entreprise, revenir à une parité beaucoup plus égale entre les hommes et les femmes, notamment sur les salaires. Donc voilà comment un mème et une attitude a modifié l'ADN sociétal, l'ADN de la société par des lois, par des décrets. Donc on peut le faire. C'est la possibilité. Vous nous avez parlé tout à l'heure de notre responsabilité à l'égard de notre santé. On est aussi responsable de nos choix de société. C'est quelque chose que vous développez alors dans le livre précédent. Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature. C'est aussi paru aux éditions Les Liens qui libèrent, c'était l'an dernier. Et là alors... Vous parlez notamment de ce qu'on appelle le transhumanisme, vous lui donnez un autre nom, on en parlera, de l'intelligence artificielle. Vous dites, il ne faut pas avoir peur des robots ni de l'intelligence artificielle. Franchement, ça ne vous fait pas peur ? Non, pas du tout. J'ai moins peur de l'intelligence artificielle que de la stupidité naturelle. Elle est trop fréquente, celle-là. Elle est trop fréquente, ou même de l'ignorance naturelle, ce qui est plus politiquement correct à dire. Et donc, on a un travail fantastique, nous les profs, les enseignants, les consultants, les journalistes, à faire en sorte qu'on diffuse une parole que les gens puissent comprendre pour donner du sens à leur vie. Il y a 2 choses que je pense qu'on peut contribuer à faire, c'est aider les gens à donner du sens à leur vie, en étant créatifs de sa propre vie, et deuxièmement, donner envie du futur aux plus jeunes. À la Cité des Sciences, où je travaille régulièrement, j'ai plaisir à discuter avec des jeunes pour leur donner envie du futur. Ils voient que dans les médias, c'est catastrophique, le réchauffement climatique, le terrorisme, les inégalités. Ils n'ont pas tort, c'est là. Mais en même temps, cherchons ensemble ce qui peut donner envie du futur. Cherchons ensemble ce qui peut être positif. Moi, je n'essaie pas d'être optimiste systématiquement. Je trouve que quand on est ou optimiste ou pessimiste, on s'enferme dans une bulle. On est obligé de se défendre pour justifier que l'on est optimiste ou pessimiste. Si on dit qu'on est positif, on est dans la dynamique du changement. Vous avez l'impression que les jeunes que vous rencontrez sont angoissés face à l'avenir ? Ils sont très angoissés parce que leur miroir, c'est les médias. Et le miroir médiatique, il amplifie ce qu'il y a en nous. J'ai déjà dit plusieurs fois que notre cerveau est plus programmé pour la survie que pour le bonheur. Donc pour la survie, notre cerveau va retenir tous les éléments négatifs pour dire si ça m'arrive, je peux avoir une chance de m'en sortir. Et sur un plan darwinien, on fera des enfants, on prolonge l'espèce. Donc un incendie de forêt, un tsunami, une catastrophe sur la route, on regarde et en même temps on appelle les médias à nous les envoyer. C'est nous, c'est pas les médias qui systématiquement nous envoient des mauvaises nouvelles pour vendre du papier, comme on dit. C'est nous qui leur demandons.
Mais en même temps, la vision transhumaniste qui nous est promise par de nombreux scientifiques aujourd'hui, ou idéologues, on peut parler des deux, elle est assez anxiogène. Vous ne croyez pas que l'intelligence artificielle va supplanter l'intelligence humaine, nous dominer? Vous avez parlé du transhumanisme et le côté idéologue. Moi, je critique l'idéologie transhumaniste, que je trouve élitiste, narcissique et égoïste. Alors que je suis, avec d'autres philosophes et scientifiques, pour la collaboration et le réseau planétaire humain d'une intelligence collaborative amplifiée par l'intelligence artificielle, que j'appelle d'ailleurs plus du tout intelligence artificielle, que j'appelle intelligence auxiliaire. Donc je pense qu'en utilisant cette intelligence auxiliaire pour nous augmenter nous-mêmes, augmenter notre propre intelligence, nous allons arriver à un autre stade de l'humanité. Je vais très loin. Je dis qu'on va arriver à un autre stade de l'humanité que j'appelle... Un changement d'espèce? Un changement pratiquement de la nature de l'espèce humaine. Pas tout de suite, il y a un point de singularité dans un siècle ou dans deux, j'en sais rien. Mais c'est ce que j'appelle l'hyperhumanisme. L'hyperhumanisme, ce n'est pas du tout le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est individuel. L'hyperhumanisme, c'est être encore plus humain. C'est-à-dire de développer dans notre cerveau des capacités qui sont là, comme l'empathie, l'amour, le partage, la solidarité, la générosité, mais qui sont inhibées par la concurrence, la compétition et l'égoïsme. Et de même que la machine automatique a libéré chez l'homme du temps pour créer, pour faire de l'art, de la musique, de la science, de la philosophie, on le sait, c'est prouvé par beaucoup d'études. Et bien de même, certains pensent, comme moi, que l'intelligence auxiliaire va nous aider à développer d'autres qualités qui sont encore dormantes dans notre cerveau. Et ça veut dire que c'est la technologie qui va nous aider à être plus nous-mêmes? Non. Je ne pense pas que c'est la technologie qui change la société. Je l'ai toujours dit et écrit depuis très longtemps. C'est la réappropriation par les humains de certaines technologies qui peut nous aider à changer la société. Et parmi certaines de ces technologies, il y a ce que j'appelle des systèmes technologiques. On regarde toujours des innovations comme étant celles qui vont tout changer. L'innovation du GPS, l'innovation d'Internet. Non, ce sont des systèmes technologiques que les humains se réapproprient, comme le smartphone. Ce n'est pas simplement un outil, c'est un système. N'oublions pas que notre smartphone, c'est aussi une télécommande universelle. Avec votre smartphone, vous pouvez cliquer dans l'environnement. L'environnement, on l'a doté de sens et il nous envoie des choses que notre cerveau ou nos yeux ne verraient pas. Donc on est déjà des humains augmentés avec cet incroyable ordinateur puissant que nous avons dans nos poches. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut l'utiliser pour pratiquer et comprendre comment faire mieux. Mais l'hyperhumanisme dont vous parlez, ça veut dire que vous croyez fondamentalement que l'humain est capable de faire les bons choix. Parce que le choix, c'est un peu entre le transhumanisme et l'hyperhumanisme. Et il faut choisir les bonnes valeurs. Je ne crois pas. Je ne suis pas un croyant. Je suis un constatant. Et mon travail s'appuie sur des publications scientifiques, sur des statistiques. Je suis très proche de ce que dit Steven Pinker dans son merveilleux livre, qui s'appelle « La part d'ange en nous ». The Angel Part in Us. Il a 50 pages de statistiques à la fin de son livre. Il prouve, comme sociologue qu'il est, et psychosociologue, qu'il y a de l'amélioration dans le monde. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est de détecter dans le monde des éléments positifs qui nous permettent de donner envie du futur et nous-mêmes de donner du sens à notre vie. C'est intéressant parce qu'il y a quelques semaines à peine, on recevait sur ce plateau un collapsologue, alors vous qui êtes adepte des néologismes, c'est intéressant, quelqu'un qui s'intéresse à l'effondrement et qui croit, il s'appelle Pablo Servigne, lui pense que notre société va s'effondrer, enfin celle que l'on connaît, notre société thermo-industrielle, et il ne croit pas que justement la technologie va pouvoir sauver le monde que l'on connaît. Vous en pensez quoi? D'abord, je pense que la vision sceptique et pessimiste, on la retient beaucoup mieux que la vision positive. Donc le fait que les statistiques ont montré, c'est un grand sociologue américain qui s'appelle Clifford Nass, qui a montré que les gens qui sont négatifs apparaissent plus intelligents que les autres. Statistiquement, c'est prouvé. Donc je connais parfaitement ce genre d'argument, les médias en ressassent sans arrêt. Moi, je suis de ceux qui, comme Steven Pinker et Yuval Harari, essayent de détecter dans le monde ambiant des éléments positifs sur lesquels on peut s'appuyer pour donner envie de continuer, donner envie d'avoir envie. Et je suis plutôt dans cette tendance-là. Ce n'est pas optimiste, c'est positif, constructif et réaliste. Vous disiez tout à l'heure, je ne suis pas un croyant, je ne suis pas dans une posture croyante. Dans votre livre « Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature », vous décrivez la complexité incroyable de cette nature, vous vous émerveillez devant elle et pour autant vous n'y voyez pas Dieu. Non, je ne suis pas un croyant, je suis un constatant. Un constatant, c'est comme Spinoza ou Einstein. C'est pour ça qu'au début de mon livre, Je cherche à comprendre, je cite Einstein et je cite Spinoza. En gros, ils disent la même chose tous les deux. Einstein dit qu'il est contre les rythmes, les dogmes, la théologie. Il pense que la religion cosmique du futur sera une religion d'unification. Ce sera l'unité de la nature qui primera. Et d'ailleurs, ça a été le fil directeur de mon livre « Je cherche à comprendre l'unité de la nature ». Donc, si on me demande est-ce que vous êtes croyant, je dis non, je ne suis pas croyant. Un scientifique ne peut pas l'être, il cherche à prouver, démontrer, mais je suis constatant. Je constate qu'il y a un grand principe unificateur dans la nature. Il est là, je le prouve dans ce livre, je le décris un peu partout.
Mais si vous voulez l'appeler Dieu, ça ne me dérange pas du tout. Alors, il y en a un autre qui l'appelait Dieu et qui était scientifique. Il vous a d'ailleurs inspiré, je crois, même si vous ne partagez pas ses croyances, justement, c'est Teilhard de Chardin. Je vous propose de regarder un petit sujet sur le personnage. Pierre Teilhard de Chardin est un scientifique et un prêtre jésuite français né en 1881. Durant toute sa vie, ce géologue et paléontologue de renommée internationale va parcourir le monde et l'Asie en particulier à la recherche des traces des origines. Origines de l'univers, de la vie et de l'homme. Une quête scientifique, mais aussi philosophique. Teilhard de Chardin a voulu montrer que toute l'histoire de l'univers, toute l'histoire de la vie, toute l'histoire des hominidés correspond à un programme, à une évolution constante qui va vers de plus en plus de complexité. Il pensait que toute matière contient quelque chose de psychique. Il y a un psychisme diffus qui est aussi dans les électrons, dans les petits électrons qui sont dans la matière, dans les molécules et tout ça, et que l'agrégation de ce psychisme naturel, disons, porte à des unités toujours plus grandes, plus complexes et plus conscientes. Pour Teilhard de Chardin, l'homme est le résultat de cette évolution. Mais il n'en est aussi qu'une étape. Dans ses écrits, le prêtre et scientifique développe l'idée d'un point oméga, un point vers lequel convergent toutes les consciences, passées, présentes et futures, de ce qu'il appelle la noosphère, la sphère de la pensée humaine. Joël de René, vous partagez cette hypothèse du point oméga, cette convergence des consciences? Autant je partage l'idée d'émergence par rapport à la transcendance et à l'immanence, les propriétés nouvelles émergent de la complexité. Qu'il appelle ça la loi de complexité-conscience, sur le plan scientifique, je ne vais pas jusque-là. Mais l'émergence est fondamentale pour moi, est très importante. L'idée du point oméga me paraît très intéressante, la convergence de l'esprit, la noosphère qui va encore se complexifier encore plus, libérer l'esprit de la matière, ça me paraît une idée extrêmement intelligente, mais je ne pense pas que le point oméga nous attend dans le futur. Il est où alors? Si point oméga, il est là maintenant. D'accord. Il est là maintenant. Il est dans la convergence de tous les esprits cerveaux humains et de toutes les pensées positives des humains, toute la spiritualité laïque des hommes qui peuvent partager entre eux, avec cette grande phrase de Teilhard que j'aime beaucoup, tout ce qui monte converge. Si on monte en esprit, qu'on se libère de la matière, de la matérialité, on se rapproche les uns des autres. Ça me suffit pour le point oméga. Est-ce que alors ça peut être rapproché de ce que vous appelez le cerveau planétaire? Alors complètement. Ce qu'il a appelé la noosphère m'a beaucoup influencé. La noosphère, c'est la cybersphère aujourd'hui. Et si j'ai écrit dans le macroscope déjà le cerveau planétaire et beaucoup plus dans l'homme symbiotique en 1995, en disant que nous sommes les neurones de la Terre et qu'on communique par une sorte de système nerveux, un réseau neuronal, c'est très influencé par Teilhard de Chardin. Mais je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de philosophes actuels et même de scientifiques qui pensent comme ça. En deux mots, le cerveau planétaire, qu'est-ce que c'est? Le cerveau planétaire, c'est une espèce d'organisme vivant que nous construisons de l'intérieur, comme neurones, comme cellules vivantes, avec un métabolisme, un échange de matière, un échange d'énergie. Alors la grande question, c'est, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le point de singularité. Le point de singularité, pour Ray Kurzweil, c'est le moment où les machines vont devenir tellement intelligentes et apprendre entre elles qu'elles vont surpasser l'homme. Moi, pas du tout. Moi, mon point de singularité, c'est quand ce cerveau planétaire deviendra conscience de lui-même. Une conscience globale de tous les êtres humains qui, ensemble, forment ce cerveau. Et ce cerveau qui devient conscient de lui-même, il sait qui c'est, il sait qu'il existe. Comme le disait Vercors dans son très beau livre « Les animaux dénaturés », les animaux sont dans la nature, ils ne savent pas qu'ils savent. Mais l'homme est dénaturé, il se voit au-dessus de la nature et donc il sait qu'il sait. Eh bien, à partir du moment où ce cerveau planétaire global commencera par l'émergence de la complexité de sa pensée, entre guillemets, se penser lui-même, qu'est-ce qu'il va faire de nous? Est-ce qu'il va nous considérer comme des parasites, ou au contraire comme des symbiontes dont il a besoin, ou elle? Je ne sais même pas si c'est un il ou un elle. Bon, comme vous êtes plutôt optimiste et positif, effectivement, on ira plutôt pour la deuxième solution. Il faut l'espérer. En tout cas, on peut aider à le construire. Oui. Vous parliez tout à l'heure de la spiritualité laïque. C'est vrai que vous ne croyez pas en religion, mais la spiritualité, c'est quelque chose que vous appelez de vos vœux. Vous la fondez sur quoi, cette spiritualité? Le respect de l'autre, le partage des sentiments, l'empathie, l'émotion de l'intelligence de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire en fait le respect de l'être humain dans tout ce qu'il est. C'est ça l'humanisme. Et cette spiritualité laïque, je la fonde sur ce respect, sur ce partage et sur cette volonté d'aller plus loin ensemble. Et vous la pratiquez comment? Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez concrètement? Vous avez Constamment.
des Je le rites. pratique dans mon enseignement, je le pratique avec les jeunes que je vois tout le temps, je le pratique avec mes petits-enfants, je le pratique dans mon couple, je le pratique avec des amis. C'est-à-dire que j'essaye toujours d'élever les choses. J'essaye d'élever le débat, j'essaie de donner aux gens la contextualisation du monde dans lequel ils sont, de ne pas voir les choses par le petit bout, de ne pas voir les choses d'une manière purement analytique et purement séquentielle. Ça s'est passé comme ça il y a 20 ans, ça va se passer comme ça dans les 20 prochaines années. J'essaye de donner aux gens la dimension de l'évolution exponentielle qui s'accélère d'elle-même. J'essaye de donner aux gens la dimension de l'interdépendance, que les choses ne sont pas isolées, mais elles ont une influence les unes sur les autres. Et de tout ça, tout ce qui monte converge. Donc libérons-nous de la matérialité, tout ce qui nous ramène vers le bas, et on se rapprochera les uns des autres. Ça demande un effort intellectuel, relationnel, vous le disiez, dans l'interaction avec les autres. Est-ce que pour autant, vous pourriez donner, je sais pas, des conseils pratiques? Est-ce qu'il y a des exercices pratiques qui peuvent être faits? Est-ce que vous méditez? Est-ce que ça peut y contribuer, par exemple? Alors, une des choses qui peut beaucoup contribuer, c'est d'abord le multilinguisme. Je pense qu'être capable de parler plusieurs langues, et de toute évidence, l'anglais nous permet d'avoir un accès à l'information du monde qui est essentiel. Deuxièmement, en plus de ça, s'informer régulièrement, constamment, pour se faire une opinion de ce qui est en train de se passer, être dans la dynamique du mouvement, dans le surf sur l'information. Et il y a un outil extraordinaire qui existe aujourd'hui avec Internet qu'on appelle Twitter. Alors pour beaucoup, Twitter, c'est les tweets de Trump, c'est de la médisance, c'est des méchancetés, c'est des petits mèmes qui servent à rien. Mais nous, comme scientifiques, sans Twitter, on ne peut pas s'informer. On est abonné à des quantités de revues scientifiques qui envoient en 140 et maintenant 280 caractères un titre qui nous intéresse. Et derrière, il y a un lien cliquable. Et vous pouvez cliquer sur ce lien et aller beaucoup plus loin et le tweeter à d'autres. Donc ce sont des outils d'information formidables. Donc je dis aux gens, multilinguisme, comprendre les cultures différentes. Je dis aux gens, informez-vous pour vous faire une opinion de ce qui est en train de se passer. Je suis sidéré de voir que des grands patrons et des politiques sont incapables de citer des choses fondamentales qui ont évolué ces dernières années. Pour vous, la spiritualité, en quelque sorte, c'est une élévation intellectuelle et relationnelle. C'est une élévation intellectuelle. Tout ce qui monte converge. Vous pensez d'ailleurs qu'on converge tous ensemble vers cette spiritualité laïque? Parce qu'avoir les remous dans le monde des religions aujourd'hui, on a plutôt l'impression que ça va vers des divergences, des oppositions, des fanatismes. Ça va vers des fanatismes, ça va vers des idéologies, ça va vers un communautarisme, c'est exact. C'est vrai, mais quand on voit les rassemblements autour des visites du pape, par exemple, pour les catholiques, et quand on voit les grands rassemblements dans certains pays autour de grands événements religieux, quand ils ne sont pas idéologiquement religieux et donc liés à une volonté totalitaire ou une volonté de pouvoir, on voit que cette spiritualité se diffuse de plus en plus et surtout dans les nouvelles générations. Vous avez 80 ans, je l'ai dit. 81. 81 Oh là là, alors j'ai loupé l'anniversaire. Non, mais il est en juin. D'accord. À quoi est-ce que vous aspirez aujourd'hui, Joël de Renet? Aider les autres. Moi, tout le sens de ma vie, c'est d'aider les gens à donner du sens à leur vie. C'est-à-dire, en commençant par mes enfants, ma famille, mes amis autour de moi, comme prof, comme maintenant rayonnant sur Internet, sur Twitter et sur les blogs et tous les sites que j'ai créés. C'est ça. Quand je disparaîtrai, j'ai demandé dans mon testament à ça s'appelle les webmasters, de continuer sur Internet, qui est quelque chose qui reste. Donc c'est ça, aider les gens à donner du sens à leur vie, aider les gens à avoir envie du futur. Pendant encore de nombreuses années. Vous espérez vivre vieux? Je cherche à vivre le plus longtemps possible. Je vais faire tout ce qu'il faut pour ça. Et on vous le souhaite. Merci beaucoup, Merci, Joël de Renet. Merci d'avoir participé à cette émission.